Allez, eh ben, on y va. C'est parti. Donc, je parlais de Time Tonic dans la famille des outils no-code. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec un outil comme Time Tonic? Vous allez pouvoir vous créer des applications, des solutions spécifiques et vraiment sur mesure. Si on prend par exemple d'autres outils que vous pouvez utiliser, je ne sais pas moi, je n'ai pas envie d'en citer en particulier, mais vous avez des outils pour l'activité, pour la compta, vous avez des outils pour la billetterie, bien sûr. Ce sont des outils qui sont livrés avec des fonctionnalités, et puis vous allez ensuite vouloir peut-être devoir un peu vous adapter, vous dire c'est pas tout à fait comme ça que j'aurais fait, mais bon, l'outil est conçu comme ça. Là, on a une approche qui est un peu différente, c'est se dire, bon, bah là, nous, on travaille de cette manière-là, et on a envie de se créer un outil qui correspond à notre façon de travailler. Donc, c'est une approche un petit peu différente. Et c'est sans doute quelque chose que vous faites déjà en vous créant des outils via notamment des tableurs Excel, des process, des documents partagés, les SharePoint. En fait, au final, on se constitue ses propres solutions. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aller plus loin là-bas, plus loin dans ce sens-là, et en évitant certains travers. Parce que quand on utilise beaucoup ça, on va revenir dessus, quand on utilise par exemple beaucoup de données sur les tableurs Excel qui sont un peu éclatées, bon, bah, on est face à d'autres problématiques de centralisation de données. Est-ce que je suis bien sur la dernière version? Est-ce que je suis bien sûr que tout le monde est au courant et tout le monde a eu cette info? Et donc, voilà, on a différentes problématiques qu'on va rencontrer. On va voir comment, notamment en se créant un outil sur une plateforme telle que Time Tonic, on va répondre en partie à ces problématiques-là. Donc, le but, c'est qu'à l'issue de ce cycle, vous soyez en mesure justement d'appréhender cette création d'outils par vous-même. Alors, je ne vous dis pas que vous allez être des spécialistes du no-code et de Time Tonic, mais déjà, vous allez pouvoir commencer, initier une solution, la création d'une solution, peut-être en évitant certaines erreurs que j'ai pu faire d'ailleurs. Ça sera un peu de retour d'expérience aussi. C'est aussi l'intérêt. Alors, je vais juste vous partager peut-être... non, non, je ne vais pas partager l'écran, ça ne sert à rien pour l'instant. Je m'étais un peu perdu la première fois sur un tableau Miro. Je vais juste dire quelles sont les vraies différences entre ce qu'on peut connaître notamment avec les tableurs Excel. Alors, si je parle beaucoup de tableurs Excel, c'est parce que vous allez voir, il y a beaucoup de similitudes. Et un outil qui part de la donnée. C'est-à-dire on dit souvent c'est data-driven, c'est-à-dire que c'est la donnée qui est notre point de départ. Donc, en fait, on va créer une structure de données et c'est ce qui va être notre point de départ pour créer notre application. Donc, comme je vous disais, une des principales différences, ça va être qu'on va avoir une seule source de vérité. Et ça va être accessible. L'idée, c'est que ce soit accessible à tout le monde et que personne n'ait besoin de dupliquer une donnée pour pouvoir ensuite travailler dessus, mais au contraire, utiliser cette même source de vérité pour pouvoir travailler avec. Peut-être vous avez déjà vu qu'il y avait un planning d'activité sur Excel, et puis ensuite il y avait des jauges, et puis ensuite il y avait une répartition scolaire, et tout ça, c'était 3 fichiers. Donc l'idée, c'est d'éviter des systèmes comme cela, complètement éclatés, pour faire en sorte que la donnée de la représentation soit atteinte à son endroit, utilisée pour la jauge, utilisée pour la répartition scolaire. Ça ne veut pas dire que ça va remplacer un outil de billetterie, mais voilà, comprendre qu'on est amené des fois à dupliquer comme ça les données et que là, l'idée, c'est qu'on va réussir à utiliser une seule source de données pour ces différentes utilisations. On va avoir une meilleure intégrité des données parce que, notamment, on va beaucoup plus typer les données qu'on attend. Alors, dans Excel, vous utilisez certainement les formats de cellules qui vous permettent de dire ça c'est un chiffre, ça c'est une date, tout ça. Mais on est beaucoup plus, dans un outil comme Time Tonic, ça va aller beaucoup plus loin. Et notamment, ça va avoir des vraies incidences sur les opérations qu'on va pouvoir faire avec les données. Les données, elles ont une donnée de date. On va pouvoir, ça, on abordera ça plutôt dans le module 2, mais une donnée de date, on va pouvoir faire des opérations, dire, voilà, c'est avant, c'est après. Une opération de chiffre, on va pouvoir
créer des opérations mathématiques, enfin, j'en passe, mais grosso modo, en fonction du type de données vraiment contraint, bah, il y a des possibilités qui vont être offertes et permettent d'aller beaucoup plus loin que simplement une chaîne de caractères dans une cellule. On va avoir une meilleure collaboration avec un meilleur historique, même si, bien sûr, avec les tableurs sur Drive ou SharePoint, on a quand même une meilleure collaboration avec des outils en temps réel. Mais là, ça va aller encore plus loin et c'est notamment la finesse des droits. Parce que quand vous travaillez à beaucoup dans une équipe, sur un même outil, par exemple Excel, ben, c'est quand même intéressant de pouvoir dire telle personne peut voir, telle personne va pouvoir modifier quelles données, quelle information, à quel endroit. Et là, il y a quelque chose qui est vraiment très sécurisant de pouvoir gérer mieux tout ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi? On va pouvoir automatiser. Alors ça, c'est quand même quelque chose, c'est une belle promesse, c'est de se dire qu'il y a quand même plein d'actions qui vont pouvoir se faire de manière automatique. Et alors, je ne sais pas s'il y a des spécialistes, alors c'est toujours pour faire le parallèle avec Excel, mais moi, les macros VBA, j'ai jamais réussi. Par contre, les automatisations dans des outils visuels où on crée des étapes logiques, des déclencheurs, des conditions et des étapes, ça, c'est quand même des choses qu'on peut faire assez facilement. Donc, j'ai hâte de pouvoir vous le montrer. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et on a aussi la génération de documents. Donc ça, c'est quelque chose qui est un vrai plus. Hein. Donc, pour vous dire que c'est vraiment, on change de dimension, c'est-à-dire que là, à partir des données qui sont enregistrées dans notre système, on va pouvoir générer des documents, générer dynamiquement des documents. Donc ça va être notamment un outil très utile. Et c'est des choses qui peuvent exister dans d'autres outils, mais là, dans TimeTonic, c'est vraiment très, très bien fait. C'est vraiment intéressant. Alors, pourquoi je vous parle que de TimeTonic? Parce qu'il y a plein d'autres outils. Je vais juste finir là-dessus, puis ensuite, on va vraiment s'intéresser, à rentrer dans le cœur du sujet et regarder à quoi ça ressemble. Il y a plein d'autres outils, mais TimeTonic, il est français. Et donc ça, c'est super intéressant parce que si jamais vous avez commencé à envisager d'héberger certaines données, notamment liées à des informations personnelles, vous pouvez y aller sans appréhension. C'est-à-dire que c'est hébergé en France, c'est OVH, l'hébergeur, et donc forcément, toutes les contraintes liées à la réglementation européenne sont appliquées, l'hébergement est en France. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et voilà, le fait d'avoir cet interlocuteur français, c'est aussi un avantage. Je vous ai parlé de la génération de documents en natif, donc ça fait partie des arguments pour cette solution. Je précise, hein, je n'ai pas d'action chez TimeTonic. C'est juste, voilà, je vous dis un petit peu pourquoi je l'ai identifié pour le secteur d'activité. Euh, on a aussi la possibilité d'utiliser les données qui ont été constituées à un endroit, qui ont été agrégées à un endroit, dans plein d'espaces de travail. Alors, on va voir la structure après, mais grosso modo, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce n'est pas cloisonné. On va vraiment pouvoir ouvrir les données en gérant, bien sûr, qui y a accès, qui peut voir quoi, mais on a vraiment cette possibilité d'utiliser les données à l'extérieur d'un espace de travail, dans un autre espace de travail. Donc, c'est peut-être encore un peu flou pour vous, mais on va voir la structure, grosso modo, comment ça se passe, et j'espère que ça vous aidera à mieux y comprendre. Et donc, ensuite, j'ai parlé justement de cette finesse des droits et le fait que bah, finalement, on retrouve quand même bien ce côté tableur. Alors, maintenant, je vais vous proposer de découvrir un petit peu la structure de TimeTonic. Est-ce que vous avez des questions là peut-être jusqu'à maintenant ou ça va? OK. Alors, je vais vous montrer mon écran cette fois-ci. Hop, voilà, on y est. Donc, tout ça, voilà, j'ai passé comme ça. Ici, je vous montre la structure d'un compte TimeTonic. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà créé un compte. Mais grosso modo, à partir du moment où on se crée un compte, on arrive dans un espace qui serait peut-être ce premier niveau, celui que j'ai mis ici, qui est organisation. Si je vous montre ce que ça donne chez moi, ici, je suis connecté à mon compte.
Et finalement, je vois mon compte ici, je vois que j'ai accès à des espaces de travail qui sont indiqués ici. Donc là, je suis au niveau de l'organisation. Hop. Ensuite, le niveau inférieur, c'est l'espace de travail, qu'on peut appeler carnet aussi. Donc ça, c'est un peu comme si c'était une base de données. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est clair pour vous. C'est un endroit où on va avoir possibilité de stocker différentes tables. Donc la base de données, espace de travail, ça, on le crée à l'intérieur d'une organisation. Euh, dans une organisation, on peut avoir un espace de travail pour... on peut imaginer l'espace de travail par service. Par exemple, la production, l'espace de travail pour les publics, techniques. On peut imaginer différents espaces de travail. Et ce qui est intéressant, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on a la possibilité de partager des données entre ces espaces de travail. Parce que bien sûr, on va dire qu'un planning d'activité, il va servir à tout le monde. Donc, il n'y a pas de on n'a pas envie d'en faire en sorte que on est dans un espace de travail et l'activité non accessible à quelqu'un qui va devoir le faire dans un autre espace de travail. Donc, on va pouvoir partager des données entre les espaces de travail. Et ça, on verra comment on va le faire. Donc, cet espace de travail, similaire à une base de données, qu'on appelle aussi carnet, il accueille des tables. Chaque table, c'est une entité. Alors, quand je dis une entité, c'est un type de données, si vous voulez. Par exemple, une activité, on va dire que c'est un type de données. Des projets, ce sont des types de données. C'est à chaque fois une entité bien différente qui va avoir des champs pour les qualifier. Il va y avoir des noms, qui va avoir des dates. Donc, c'est ça. Quand on parle d'une table, on parle vraiment d'une entité. Est-ce que c'est clair pour vous, ce concept, ça? Non? Et donc, Alors, tu peux donner un exemple de... ouais, ok. Alors, je vais prendre un exemple. Imaginons que vous ayez parce que la table d'activité, c'est ce qu'on va voir après. La table d'activité, on va avoir différentes typologies d'activités et notamment, on va avoir qu'est-ce qui qualifie une activité? Ça va être une date de début, une date de fin et potentiellement un lieu. D'accord? Et il se trouve que le lieu, c'est une nouvelle entité. Alors, ça veut dire que ça pourrait être lié à une table de lieu. Et en fait, là, on comprend qu'on a quelque chose qui est de l'ordre de l'activité qui a besoin d'une autre entité pour pouvoir créer, ou dans laquelle on va créer une relation entre ces deux entités. Mais on est bien sur une entité différente. Est-ce que ça le précise? Du coup, par exemple, un spectacle, le spectacle, c'est une entité qui a une date de début, une date de fin des représentations et qui a besoin d'une autre entité qui est le lieu, donc qui est une autre table et qui va croiser. Tout à fait. Mais on peut même dire que le spectacle est une entité en soi, parce que l'activité est liée à un spectacle. L'activité a lieu dans un espace. Donc, c'est comprendre un peu comment on va découper ces différentes entités. Et ça, c'est ce qui va être constituer les tables. Alors, on va les construire au fur et à mesure, donc ce n'est pas l'enjeu, mais c'est comprendre qu'on va essayer vraiment de se dire qu'une table, c'est une entité et garder cette cohérence-là. À l'intérieur d'une table, je vais zoomer un petit peu, je ne sais pas si pour que vous voyez mieux. On va retrouver vraiment, d'ailleurs, au début, ça va être le plus simple, ce qu'on va retrouver, une vue qui correspond à un tableau. Et un tableau, dans sa forme la plus basique que vous connaissez, qui comporte des colonnes, ce qu'on appellera des champs, et qui va être composé de lignes, ce qui seront des entrées, des enregistrements, où en fait, on aura une entrée. Chaque entrée sera bien unique. Ce qui est important de comprendre, c'est que là, contrairement à l'usage qu'on fait des fois de tableurs Excel, c'est qu'on ne va pas commencer à fusionner des données. Non, on a une valeur dans un champ pour une entrée. Ce n'est pas quelque chose qu'on va commencer à mettre en forme et tout ça. Donc, on est vraiment dans une logique de base de données. Donc, si je retourne dans TimeTonic, je vous ai parlé donc de ce système d'organisation. Donc, ça, le premier strat, l'organisation. Donc, quand vous créez votre compte, c'est notamment
représenté par ce premier espace de travail qui est l'espace d'administration, qui vous permet de gérer votre organisation. On reviendra à ça après pour ne pas vous perdre. Donc, on a notre organisation et dedans, on a besoin de créer des espaces de travail. Donc, la création d'espaces de travail, quand vous êtes sur votre accueil, est-ce que… Mathieu, on voit toujours les champs, nous. Est-ce que c'est Ah, normal? ok, je n'ai pas changé mon écran. Ça marche, je le fais. Merci. Voilà. Donc, on est au niveau de l'organisation. On va maintenant devoir créer des espaces de travail. La création d'espaces de travail, comme je vous disais, elle peut être pensée de manière, on va dire, modulaire avec les différents services. Mais nous, on va commencer par un espace de travail qui va être, comment dire, celui que vous allez concevoir pour les personnes qui vont développer, qui vont concevoir la solution ou qui vont être amenées à collaborer sur la conception. Et ensuite, on aura d'autres espaces de travail qui accueilleront les données qu'on partagera depuis cet endroit centralisé. Vous comprendrez pourquoi, mais grosso modo, ça permet d'avoir un endroit où on garde une bonne maîtrise de tout ce qui est fait, de tout ce qui est partagé et de tout ce que les gens peuvent voir et peuvent faire. Donc, l'idée, c'est comment on va pouvoir créer un espace de travail. Donc, dans votre page, dans votre interface ici, vous avez ce premier bouton d'action ici, dans le menu de gauche, qui vous permet de créer l'espace de travail. Quand vous cliquez ici, il vous propose soit de partir d'une base vierge, ce que nous allons favoriser, soit il vous propose aussi des templates. Les templates sont intéressants parce que ça vous permet d'explorer ce qui existe, ce qui est possible de faire, des bonnes pratiques. Et vous pouvez aussi partir de templates pour reproduire des choses et modifier, l'adapter. Par exemple, ici, j'avais trouvé, j'ai vu, c'était il n'y a pas longtemps, ils avaient proposé ce template de gestion d'événements de billetterie. Alors, on est très, très loin d'un outil de logiciel de billetterie. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va réussir à faire ça. C'est d'une complexité. Voilà, ce n'est pas l'objet. Mais on voit cette logique, en effet, de pouvoir permettre à des gens de s'inscrire, de choisir, d'avoir un billet. Tout ça, c'est quand même possible déjà à faire. Donc, on peut quand même explorer, regarder cet espace de travail. Nous, on va favoriser un espace de travail vierge, où on va partir de zéro pour construire tout petit à petit. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il était possible de tirer profit des modèles déjà pensés pour vous aider à proposer. Voilà, ici, réservation de salle. Si vous avez besoin de gérer l'occupation d'espace, de salle de réunion, que sais-je, il y aurait quelque chose, peut-être une base de départ à utiliser. Donc, nous, on va partir ici de cet outil, et donc, c'est création d'espace de travail. Donc, je choisis nouvelle Smart Table. Smart Table, c'est le terme que j'utilise pour table, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, on va la créer, on va la nommer, tout simplement. Donc, moi, comme je vous disais, je vais partir d'un espace de travail, un espace de travail qui, alors, je l'ai appelé master pour le groupe 1, mais je vais le faire master pour le groupe 2. Voilà. Moi, je dis master, vous pouvez, bien sûr, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais moi, j'aime bien avoir cet endroit où je vais pouvoir, en tant que concepteur, pouvoir un petit peu tout gérer. Donc, je vais faire le groupe 2. On a la possibilité de le décrire. Pour moi, c'est assez signifiant. Ça peut avoir du sens de décrire les espaces de travail. Donc, là, ça nous fait automatiquement rentrer dans l'espace de travail. Je reviens en arrière pour que vous voyez. Allez, pardon. Hop. Alors mince, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est bon, excusez-moi. Voilà. Donc, ça m'a créé l'espace de travail groupe 2, parce que vous êtes le second groupe. OK? Donc, quand je rentre dans cet espace de travail, ça a un petit peu changé. Maintenant, ce qu'on voit sur le côté, dans cette colonne ici, ce sont les tables. Il y a une première table qui a été créée, la table Values, qui a été créée par défaut pour avoir une donnée de départ. Ensuite, vous avez au milieu vos premières données, donc qui sont un tableau, tout ce qui est plus simple pour l'instant.
Ici, la possibilité d'ajouter des nouvelles tables. Donc, on verra ça plus tard. Ensuite, vous avez un champ de recherche en haut qui vous permet de chercher des enregistrements directement en saisissant. Un plus, qui est un des moyens pour vous permettre d'ajouter un enregistrement à votre table en cours. Ici, vous avez… Un enregistrement, Mathieu. OK. L'enregistrement, c'est l'entrée. C'est ce que, comme je vous disais au début, on a donc l'espace de travail, qui est la base de données, la table, qui est cette entité, et ensuite, dans cette entité, par exemple la table activité, vous allez ajouter un enregistrement, créer une nouvelle activité, par exemple. Si vous créez un nouveau projet, si vous êtes dans une table projet, vous allez créer un nouveau projet. Si vous ajoutez un spectacle, vous allez créer un nouveau spectacle. Donc, on va créer un nouvel item dans l'entité sur laquelle on travaille. Donc là, on peut le faire via ce plus. Et ici, on va pouvoir ajuster certains paramètres de l'espace de travail. Alors, je vais aller regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans parce qu'il y a quand même 2-3 choses à voir. Ici, bon, on retrouve des informations, la possibilité de mettre une image, voilà, on peut changer un peu l'apparence. Ce qui va nous intéresser notamment dans les paramètres de l'espace de travail, donc là, ici, ce que je vois, c'est que je vais pouvoir spécifier certaines informations, notamment qui est le propriétaire de l'espace de travail, si on est à plusieurs à travailler. Est-ce qu'il y a une sauvegarde quotidienne? Une sauvegarde quotidienne, c'est quelque chose que je vous conseille de désactiver. Pas parce qu'on n'a pas besoin de sauvegarde, mais c'est parce que cette méthode de sauvegarde ne vous sera pas très utile et que TimeTonic vous permet de revenir à un historique de 30 jours qui sera beaucoup plus aisé pour revenir à une version précédente que d'utiliser cette sauvegarde quotidienne. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je la supprime, enfin, je la désactive. Et ici, on voit aussi que c'est un espace de travail qui reçoit des notifications, notamment via les outils de collaboration. Donc ça, grosso modo, ce sont les paramètres de l'espace de travail. On a également aussi les personnes, les membres de l'espace de travail qui sont accessibles ici. Là encore, je vous évite une erreur que j'ai faite, c'est de gérer vos membres par espace de travail. On va utiliser ce qu'on avait vu au début sur l'organisation, au niveau de l'organisation, gérer les accès. Parce que si on le fait de cette manière-là, il y a des biais, en fait, grosso modo. Pour être clair, si vous invitez des contributeurs par ce biais-là, chacun va être propriétaire de ces données, enfin de ces espaces de travail qu'il crée, et ce n'est pas quelque chose que l'on souhaite. Alors, je vous dis que ça existe, mais je vous dis surtout qu'il faut éviter, quand on a une approche organisation, on va faire par un autre biais, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc voilà, j'ai pu voir comment mon espace de travail était configuré. Et donc là, j'ai mes premières tables. Ici, on retrouve les membres, comme je vous disais. Et ici, on retrouve un espace de conversation. L'espace de conversation, c'est la possibilité, comme je vous disais tout à l'heure, de pouvoir échanger, de pouvoir se parler, comme on ferait sur des commentaires, par exemple, dans un tableur Excel. Là, en l'occurrence, on va pouvoir se parler aux membres d'un espace de travail, à l'échelle de l'espace de travail, mais on peut aussi le faire à l'intérieur d'un enregistrement, donc un enregistrement à l'intérieur d'une table. On peut le faire à différents niveaux. Donc ça, c'est intéressant, on va pouvoir retrouver les échanges ici pour pouvoir converser et pouvoir collaborer. Donc là, c'est vraiment l'interface à l'intérieur de l'espace de travail. Et ici, au milieu, comme je vous disais, on a la première table. Cette première table, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, les différentes colonnes qui vont constituer les champs. Ces différentes colonnes, elles ont des types particuliers. On va aller les explorer. Et ici, on a la première entrée, qui est une première entrée fictive. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette table parce que j'en ai absolument pas besoin et je vais créer la première table dont on a besoin. On avait dit une première table activité. Donc celle-ci, je vais la supprimer et je vais créer ma première table activité. Donc pour créer la table,
ici, ajouter ou importer. On a la possibilité d'importer des données depuis un Excel, depuis un CSV. Nous, on va partir directement depuis une nouvelle Smart Table, comme je vous disais tout à l'heure. Et ici, je vais la nommer activité. Ici, je vous invite à appliquer des règles cohérentes avec toutes les personnes qui vont être amenées à contribuer sur la création d'outils. Moi, j'aime bien quand une table désigne l'entité, activité, et au pluriel, parce que pour moi, c'est l'ensemble de mes activités. Pareil pour les champs, ensuite, utilisez des conventions entre vous pour faire en sorte que vous compreniez bien ce que représente le champ, est-ce que c'est un champ multiple, tout ça. On aura le temps de voir, mais le fait de partager des bonnes habitudes entre vous, ça va être très utile. Donc, j'ajoute cette table activité. Elle est livrée, entre guillemets, avec des champs par défaut. Un premier champ ici, qui est un champ de numérotation automatique, c'est-à-dire qu'à chaque nouvel enregistrement créé, il va ajouter un chiffre, une séquence, donc 1, 2, 3, 4, etc. Il va toujours respecter cette numérotation. Un champ description qui est, en l'occurrence, est un texte libre. Ici, le champ commentaire qui va stocker tous les commentaires tous les échanges que vous allez avoir au sujet d'un enregistrement précis. Si, par exemple, vous êtes en train de travailler sur un projet et que vous adressez un message dans le cadre du projet, il va être stocké ici. On verra comment on le visualise ensuite. Ici, c'est un champ update qui va avoir une historique de toutes les modifications qui ont été faites sur un enregistrement. Donc, par exemple, vous avez modifié la date, on sait qui a modifié la date. Donc, on retrouve vraiment l'historique ici. Là, c'est la date de création qui est automatiquement renseignée, bien sûr. Et la dernière modification, ça permet aussi de savoir quand est-ce qu'une fiche a été modifiée. Donc là, au moment où on a créé cette table, on pourrait tout de suite se jeter et dire, c'est parti, je vais insérer un champ. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour ajouter les champs. Et puis là, c'est parti, je vais créer mes champs. Moi, je vous conseille de ne pas tout de suite créer vos champs à l'intérieur de la table, mais peut-être d'utiliser un outil pour un peu penser votre solution. Parce que si vous commencez tout de suite à créer dans l'outil, vous allez perdre beaucoup de temps. Vous allez aller dans un sens, vous allez faire des machines arrière, alors que si vous vous penchez un petit peu, vous prenez un petit peu de recul, ça va être beaucoup plus simple. Alors, moi, tout à l'heure, j'utilisais Miro. Je vais revenir sur cet onglet. Voilà, ici, vous voyez, on peut utiliser, c'est un type d'outil, il n'y a pas d'obligation, il y a d'autres outils de la même famille, mais par exemple, là, j'utilise tout simplement un tableau et je vais lui dire, moi ici, je sais que j'ai une table activité et maintenant, je vais pouvoir renseigner en dessous tous les champs qui me semblent nécessaires pour qualifier une activité. Est-ce que vous avez peut-être envie de participer à cette conception de table d'activité? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir, notamment, qu'est-ce qui qualifierait, premièrement, cette activité? C'est des choses assez évidentes, mais c'est vrai que c'est quand même bien de les marquer et ça permet de se poser des bonnes questions. Bon, on va dire qu'il y a un nom à l'activité déjà, pour pouvoir l'identifier. Pardon? On peut proposer des spectacles. Spectacle, action culturelle. Alors, spectacle et action culturelle, ça c'est intéressant. Du coup, on a un nom, on va avoir le spectacle. L'action culturelle en soi, est-ce que c'est un spectacle? Est-ce que c'est une action culturelle? Donc, en fait, on cherche un type, en fait, c'est ça? Ben, Oui. En fait, c'était deux propositions, soit spectacle, soit action culturelle. Oui, mais du coup, ça peut être… Un seul. En fait, là, c'est les… Donc, en effet, on va avoir peut-être envie de dire que c'est lié à un spectacle, mais on va pouvoir aussi dire que c'est un type d'activité. Donc, en soi, on peut même avoir les deux. On peut dire c'est un spectacle, enfin, c'est lié à un spectacle, c'est une activité liée à un spectacle. Et on peut dire aussi c'est une activité liée à un spectacle de type représentation, par exemple. Ça peut être c'est une activité liée à un spectacle de type activité technique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça pourrait être un montage, ça pourrait être une mise, on pourrait imaginer plein de choses. Ça, vous avez la liberté de le décider. Par contre, se dire que je vais avoir dans une activité un champ spectacle qui va me permettre de dire je sais que c'est lié à ce spectacle-là, à cette exploitation, et ensuite dire et je sais que ce type d'activité, je sais lequel c'est également, donc là, type d'activité, je ne remets pas
je ne remets pas d'activité parce que je suis dans la table d'activité. Je présuppose que c'est assez clair. Là, je vais choisir. Est-ce que ce type d'activité va être… est-ce que je vais renseigner plusieurs valeurs? Est-ce que ça peut être à la fois une représentation et à la fois un montage? A priori, on va dire que non. On va dire donc que c'est une valeur, ça va être une sélection à valeur unique. Donc, c'est pour ça que je choisis ici, par exemple, de ne pas mettre de S. Je vous parlais de convention, c'est simple. Là, tout de suite, à la lecture, je sais que le type, il est unique, si je ne mets pas de S. Si je mets un S, je dis que potentiellement, il peut être multiple. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme champs qui vont nous permettre de qualifier une activité? Une date, Une date. ou plusieurs dates même, une période. Alors, du coup, c'est ça, c'est très intéressant. Potentiellement, ce serait une date de début et une date de fin. Alors ici, on va avoir besoin de deux champs différents dans TimeTonic pour faire date de début et date de fin. Là, copie comme ça. Et alors si on pouvait ajouter encore une donnée à ça, qu'est-ce qui manquerait pour nous? La jauge. La jauge. Alors ça, c'est intéressant. La jauge, peut-être qu'un jour, on voudra la récupérer, mais ce n'est pas vraiment lié à une activité, une jauge. La jauge, c'est lié à une configuration de salle, en fait, au final. Donc, peut-être que ça sera dans une entité salle qu'il y aura une information sur la jauge. Peut-être que ce sera dans une entité de configuration de salle qu'il y aura la jauge qui sera reliée à une salle. Il faut vraiment penser à ce système imbriqué où, en fait, la salle, là, on va l'appeler. Par contre, ce qui est intéressant, quand on évoque ça, c'est se poser la question, OK, finalement, j'ai besoin d'un lieu. Et peut-être que ce lieu va ensuite me donner des informations sur les jauges possibles en fonction de la configuration. Mais avant tout, je vais partir sur un lieu. Donc là, je vais ajouter cette entrée lieu et je pense que ça va suffire pour là. Donc lieu, pareil, je vais me dire que une activité égale un lieu. OK? Donc là, si j'ai fait ça, c'est parce que déjà, j'ai une vision, je peux le remettre en cause, je peux me dire, attends, non, ça, c'est peut-être pas très intéressant. Et puis aussi, à terme, je vais pouvoir me dire, bon, super, j'ai ma table activité, maintenant, je vais faire ma table lieu. Vous voyez? Et là, je vais pouvoir tout définir, tout construire visuellement et peut-être même lier des données entre elles. Le fait de passer sur ces outils, on va dire, de représentation graphique, on va dire, de vos données, ça va vous permettre de mieux le penser avant, de vous poser certaines questions, ces questions qu'on vient de se poser. Ah oui, je veux une jauge, mais la jauge, il y a la salle, il y a une configuration. Et comme ça va vous permettre, une fois que vous allez le mettre dans l'outil, d'être plus précis, de faire plus vite les bons choix et finalement de ne pas revenir en arrière. C'est plus pour éviter de défaire parce qu'on aurait mal fait au début. Et en fait, on gagne du temps, mine de rien. OK. Donc, je repasse sur cette table. Je vous la partage à nouveau. Et donc là, je vais ajouter les champs que l'on a définis précédemment. Donc, quand nous sommes dans la vue table ici, on a en survol des champs ce petit chevron qui apparaît. Ce petit chevron nous permet de faire des actions sur le champ en cours, ici, donc ce champ auto-incrémentation, ou d'en créer un nouveau. Donc, en allant dessus, je vais faire insérer un champ à droite. Donc, le premier champ que j'avais indiqué, c'était le champ nom. Quand vous cliquez sur… Alors là, il y a plein d'options possibles. Pour l'instant, on va se concentrer sur insérer, modifier, dupliquer. On va insérer un champ et là, il nous propose déjà de donner un nom à ce champ. Vous vous rappelez, on avait dit le premier, ça va être le nom. Le nom de l'activité. Pour l'instant, on fait un nom et on va utiliser un type de cellule, un type de champ qui va être une ligne de texte. On verra plus tard qu'on changera ça, mais là, c'est pour commencer par des champs de type simple. Donc, on va commencer avec un nom, avec une seule ligne de texte. On sélectionne ici. Hop, je passe sur le bon écran. Voilà. Et je descends ensuite
Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai des options de paramétrage, de formatage. Pour l'instant, je n'y prête pas attention. J'ai des valeurs par défaut. Alors là, pareil, je vous donne une information. Ce n'est pas une valeur par défaut au sens un titre par défaut. On est en mesure d'ajouter le nom de l'utilisateur qui a créé ou le nom de l'espace de travail dans lequel ça a été créé. C'est ces valeurs par défaut qu'on peut mettre ici. Ce n'est pas du tout une valeur par défaut, par exemple, représentation numéro 1. Non, ça va être l'identifiant de l'utilisateur ou l'identifiant TimeTonic. Il y a d'autres moyens de mettre des valeurs par défaut. Ça se passe ailleurs, je vous montrerai ça à un autre moment. Mais voilà, je voulais éviter cette confusion parce que moi, au début, je ne comprenais pas. Moi, je cherchais à mettre une valeur par défaut ici, je n'ai pas compris. Et ensuite, dans ce champ, vous avez l'onglet avancé qui va vous permettre de créer des groupes de champs. Par exemple, on va imaginer qu'il y a des groupes liés à la planification et des groupes liés aux informations. Donc là, on va pouvoir créer des groupes de champs. Donc peut-être je vais pouvoir ici dire, c'est un groupe dans le groupe information. Donc je crée mon premier groupe de champs information. Le label, c'est la capacité de donner un autre nom. Vous voyez ici, hein, j'ai le nom de mon champ, il s'appelle bien nom. Et je pourrais lui dire nom de l'activité. C'est-à-dire que je vais avoir ce label qui va pouvoir s'afficher dans des vues formulaires, parce qu'on a des vues formulaires ensuite, pour ajouter ou éditer un enregistrement. Si je trouve que c'est pertinent de donner plus d'informations, je vais pouvoir mettre un label plus précis. Pareillement, au revoir Vincent, à bientôt. Pareillement, je vais pouvoir ajouter une description. Ça, c'est vraiment toujours dans l'idée de se dire, actuellement, moi, je sais ce que je fais, mais un jour, il y a d'autres utilisateurs qui vont utiliser ce que je suis en train de créer. Ces utilisateurs, ça va être des gens dans votre équipe, ça va être des gens peut-être même externes. Et donc, en ajoutant, en mettant un label qui apporte une précision et peut-être une description sur comment utiliser le champ, ben voilà, vous facilitez l'utilisation plus tard. C'est absolument pas obligatoire, mais c'est des choses que vous pouvez renseigner. Donc, des fois, on trouve que c'est pertinent, on y va. Et enfin, ici, vous pouvez cliquer sur le fait que ce soit un champ obligatoire. Donc, vous connaissez ça dans les formulaires, les champs obligatoires, vous êtes obligé de le renseigner pour créer une fiche. Ça vous permet de synchroniser vos données. Je reviendrai ensuite sur toutes ces valeurs-là, c'est un peu plus complexe. Pour l'instant, nous, on a créé un champ nom, le premier champ, et ben, on va juste l'insérer. OK. On avait dit qu'il y avait ensuite un champ spectacle. Donc là, le champ spectacle, pour l'instant, on sait bien que spectacle, ça sera une autre entité, mais vu qu'on va voir les relations dans un prochain module, pour l'instant, je vais faire un champ texte. Donc finalement, je vais faire exactement le même champ, c'est juste qu'il va avoir un nom différent. OK? Donc je vais le dupliquer. Donc là, ce que je peux faire, c'est utiliser le champ précédemment créé, cliquer sur le chevron tout de suite, et là, je vais le dupliquer. Là, il va me suffire de lui indiquer un autre nom, spectacle. Je prends donc un seul spectacle. Je garde les mêmes valeurs. Je me souviens juste que, je l'avais mis dans le champ information, c'est d'accord. Par contre, nom de l'activité, non. Peut-être que je vais mettre, si je ne mets rien, en fait, il utilisera spectacle. Je veux dire, bon, en fait, je n'ai pas besoin d'ajouter quelque chose. Spectacle, c'est assez signifiant. Donc là, j'insère le champ spectacle. On avait dit ensuite qu'il y avait le type d'activité. Type d'activité, on n'a pas fait de liste, mais on peut la créer ensemble. Mais d'abord, je vais créer le champ pour accueillir cette liste. Donc, pour accueillir une liste de valeurs, je ne sais pas si ça existe hein, dans plein d'outils, on va déjà faire insérer et là, on va choisir. Donc, on ne va plus prendre une seule ligne de texte parce que là, on veut vraiment que ce soit un choix parmi une liste. Donc là, on va descendre ici, on va aller voir le champ sélection. Dans le cours 2, on abordera en détail tous les types de champs, mais là, c'est vraiment l'idée, c'est d'utiliser vraiment les premiers champs pour commencer à créer des choses. Donc, le champ sélection, on va pouvoir lui indiquer, donc déjà son nom, hein, je dis, c'est le type d'activité. Je n'autorise ou pas le texte libre, j'ai envie de contraindre vraiment à ma liste. Et là, je vais pouvoir lui dire quels sont les types d'activités que je vais pouvoir proposer dans cette table. Peut-être vous avez des idées. Je recommence par représentation. Action culturelle. Action culturelle. Résidence. Une résidence, oui. Montage ou pas? On est là. On pourrait mettre montage, oui. Tout à fait.
Alors, je vais rester là-dessus. On a déjà des valeurs intéressantes. Bien sûr, quand vous travaillez sur votre modèle de données, ce que je vous disais, l'idée, c'est un peu de d'énumérer et de voir qu'est-ce qui est cohérent, qu'est-ce qui est au même niveau ici. Donc là, en l'occurrence, je vous montre comment on le fait techniquement, mais la conception, elle est avant. OK? Donc là, j'ai mon type. Ensuite, on avait dit date de début, date de fin. Donc, pareillement, je vais cliquer ici, insérer à droite. Je vais choisir. Oh là, pardon, excusez-moi. Date de début. Donc là, j'ai choisi un champ de type date. Vous voyez là, c'est un champ bien spécifique où là, on va pouvoir lui indiquer quel est le format de la date. Donc, pour jour, mois, année. Il n'y a pas 50, voilà, grosso modo, on peut choisir des ordres différents, des séparateurs différents. Et est-ce que j'inclus l'heure? Nous, vu qu'on est vraiment sur de la planification d'activité, j'ai envie de connaître aussi l'heure de début. Donc, je vais bien lui indiquer que je veux l'heure également. Donc là, j'insère ce champ-là et je suis en mesure ensuite de le dupliquer parce que finalement, ça va être exactement le même pour date de fin. Seule différence, c'est le nom de la colonne, mais il va avoir exactement les mêmes propriétés. La dernière colonne, le dernier champ que je voulais ajouter pour cette table activité aujourd'hui, c'était la notion de lieu. Lieu, espace, voilà, on peut trouver plein de termes. J'insère à droite. Pour l'instant, je vais utiliser un champ de type ligne de texte simple. Et dans les prochains modules, on verra comment l'utiliser différemment. Hop, voilà. Là, j'ai mon champ lieu. Donc là, j'ai le début de la structure et on va dire qu'à partir de là, je suis en mesure de créer mes premières données. D'accord? Donc, pour créer ces données, je vous ai donné une première entrée. Ici, c'était l'ajout d'enregistrement. C'est ce que je vais faire pour la première fois. On peut aussi directement saisir des valeurs ici, tel un tableau, parce qu'on est dans une vue tableau. Je reviendrai sur les vues après. Donc ici, on va imaginer qu'on va créer une première représentation dans le futur pour un spectacle. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai créé un groupe de champs information. Il est donc ici. Je n'ai pas mis de groupe de champs pour les dates. C'est pour ça que du coup, ceux-ci sont tous dans le groupe information parce que je l'ai dupliqué. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Là, je vais peut-être aller un peu vite. Je reviendrai dessus, ne vous inquiétez pas. Je reviens dessus au module 2. Donc là, l'idée, c'est de créer un nom d'activité. Donc là, je vais créer à la main représentation 1. Et là, je vais prendre un nom de spectacle, je vais dire Hamlet. Donc, là, ce champ-là, pour l'instant, c'est un champ manuel où on écrit à la main. On a besoin d'avoir un nom d'activité parce qu'on va avoir besoin de savoir de quoi il en retourne. Là, aujourd'hui, j'ai tout fait à la main. Dès le cycle numéro 2, tout ça, ce sera automatisé. Et pour l'instant, pour qu'on voit la création d'un enregistrement, je le renseigne à la main. Je renseigne ici le nom d'activité, le spectacle, le type, donc je suis bien sur une représentation, le date de début, donc je vais prendre juste une valeur dans le futur, je vais prendre un truc très, bon, non, peut-être aller quand même au mois suivant. Hop, ici, donc le 15, je me mets à 19h. Très bien. Ça, je le valide. Donc c'est, pardon. Ici, j'ai ma date de début. Je peux la copier ici pour la reproduire dans ma date de fin et n'avoir qu'à le décaler. Par exemple, vu que c'est un peu long, hop, ici. Je la valide. J'ai bien date de début, date de fin et le lieu. Imaginons que vous soyez dans un lieu qui a plusieurs salles. On va faire grand théâtre. J'en sais rien. OK. Voilà. Donc là, on enregistre ça. On a cette première entrée qui a été faite. Vous la voyez maintenant apparaître ici. D'accord? Ici, on peut modifier les données directement dans la table ou accéder à nouveau à la donnée dans sa fiche. Quand j'ai cliqué ici, ça a ouvert une fiche. Et ici, vous pouvez la retrouver, cette même fiche. Regardez ici, je l'ai qui se met en place. C'est intéressant parce que c'est une visualisation des données qui est quand même plus agréable, qui peut être organisée par les groupes de champs et qui vous permet aussi d'afficher ou de masquer les activités, en l'occurrence les commentaires, les historiques de modification. OK?
Donc ça, c'est la vue, c'est une façon de visualiser les données. Donc on a cette première valeur ici, je vais mettre ici, là, comme ça on voit mieux. Et ce que je vais faire, peut-être, je vais créer la représentation numéro 2. Donc là, on va vraiment avoir des outils très simples. Je peux par exemple le dupliquer. Donc, hop. Et ici, je vais rentrer ici, numéro 2, Hamlet. Je vais juste décaler peut-être d'un jour. Hop. Voilà. Donc là, j'ai bien représentation numéro 2, représentation numéro 1, avec celle-ci en date du 15, celle-ci en date du 16. Maintenant, on peut imaginer qu'on va ajouter un montage en amont de cette représentation. Donc, ça serait une nouvelle activité. On va la mettre dans la même table, hein, finalement, pour l'instant. Et donc, je vais ajouter un enregistrement et je vais faire ici, nom de l'activité, montage Hamlet. Toujours en lien avec le spectacle Hamlet. De type, ici, on avait dit un montage. Et comme j'avais mis que c'était le 15, on va se dire que c'est un montage qui a eu lieu la veille. Et je vais lui dire que les équipes... là, je commence même à faire de la planification. Je vais dire en fait que les équipes, elles commencent à 8 heures, c'est un peu tôt. Et puis elles vont terminer, je sais pas, peut-être on va faire un service de montage, hop, midi. Et le lieu, toujours le même lieu, parce que le montage, il a bien lieu au même endroit que la représentation. OK. J'enregistre. Donc là, on voit maintenant qu'on a 3 activités, 2 représentations et une de montage. Alors, ça me permet d'aborder avec vous, pour les 5 dernières minutes, une notion que je n'ai pas encore abordée, qui peut être assez, qui peut aller très très loin, on peut faire des choses très intéressantes avec, mais qui sont la question des vues. Ici, on a une première vue, ce petit onglet que vous avez ici, et on va pouvoir en créer d'autres. Une vue, c'est une façon de l'afficher, ici en table, des colonnes à afficher ou à masquer, un tri, des filtres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir se dire, OK, là j'ai toutes mes représentations, je vais commencer par la renommer comme ça, toutes mes activités, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Toutes les activités. Et maintenant, je vais me dire, OK, je veux avoir une vue spécifique peut-être pour mes représentations. Donc là, ce que je peux faire, c'est dupliquer, l'appeler représentation, pardon, représentation, et lui appliquer un filtre. Je vais lui dire, d'accord, moi ce que je veux, c'est simple, je veux afficher toutes les activités qui ont un type représentation. Alors, je suis allé super vite, je vous le refais. Voilà. J'ai une vue représentation. À l'intérieur, j'active un filtre, type, et parmi représentation. Là, ce qui est intéressant, c'est que je ne verrai que mes représentations. Si j'ai envie ensuite que cette vue soit utilisée ailleurs, dans un calendrier de représentation, synchronisé à un site Internet, tout ça, c'est possible. C'est ça qui va devenir intéressant. Et il ne prendra exactement que les types d'activités représentation. C'est pour ça que je n'ai pas fait une table représentation et une table montage. Je me suis dit, ce sont des activités avec différents types. Et les vues, là, me permettent ensuite de différencier ces affichages. Et par exemple, je vais lui dire ici que je veux tout ce qui est lié à la technique. Donc, peut-être je peux faire un planning technique. Et là, je vais choisir filtre qui correspond à des activités de type planning technique. Donc, je reste sur le champ type pour filtrer. Et parmi, qui est un des sélecteurs qui me permet ici de faire une sélection. Et là, je vais choisir montage. C'est le seul qui relève de planning technique, mais on pourrait avoir d'autres valeurs. Donc, on pourrait aussi en mettre plusieurs ici. Et donc, ici, je n'ai bien qu'une seule activité qui apparaît. Mais, par contre, je veux dire, mes données, j'ai toujours les 3. Hein. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire que là, on a appliqué des filtres, mais nos données sont toujours toutes au même endroit. Et par contre, on va pouvoir les utiliser différemment. Si cette vue représentation, je veux la partager quelque part, je vais pouvoir le faire. Si cette vue planning, je veux la partager à
un espace de travail technique, hein, on commence à voir qu'on est en mesure de créer ça, qui donnerait par exemple une vue dédiée au personnel technique, je vais pouvoir le faire. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui sur ce premier temps de découverte. On crée un compte, c'est notre organisation, dans lequel on va créer des espaces de travail, avec un premier qui nous sert finalement à tout construire, hein. Dans cet espace de travail, on va ajouter des tables, faisant en sorte que chaque table corresponde à une entité. Et voilà, trouver la meilleure cohérence là-dedans, se poser des questions, et pour cela, peut-être passer par une réflexion préalable à plusieurs pour ne pas partir dans la mauvaise direction. Ensuite, définir les informations dont on a besoin. Ici, on a pris l'exemple de la table activité. Si on avait pris spectacle, lieu, on voit qu'il y a des informations différentes. Donc, pour l'instant, on a utilisé le champ de type, des champs de sélection, des champs de texte et des champs de date, qui sont des champs spécifiques qui nous permettent des actions particulières. Et ensuite, on a créé des vues qui nous ont permis de sélectionner certains enregistrements de notre table d'activité en fonction de leur type. Et donc ça, on verra plus tard comment on va pouvoir les utiliser dans la suite de la création de notre outil. Voilà. Voilà ce que je voulais faire à peu près en 1 heure. Je ne sais pas si vous avez des retours. C'était sans doute un peu dense. Merci. Je ne vous entends pas. Merci beaucoup. C'était très clair. Oui? Ok, super. Merci. 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 Voilà, l'idée, moi, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être essayer de reproduire ça. Ça vous servira, je pense. Après, voilà, s'il faut l'effacer, c'est pas grave. Peut-être une dernière chose que je ne vous ai pas montré. Il y a une version démo qu'on peut utiliser, Mathieu, pour justement essayer de mettre en application là. Ok, ouais, bien sûr. En fait, vous pouvez vous créer un compte gratuit. Ça va vous donner pendant je ne sais combien de jours les accès en pro. Et ensuite, vous passez en plan gratuit. Un plan gratuit, c'est limité, ça je ne l'ai pas précisé, je vais vous le préciser, c'est limité à 10 000 données. On se dit 10 000 données, ça va, c'est beaucoup. 10 000. Une valeur dans une cellule, c'est une donnée. Donc, ça va relativement vite. C'est peut-être 1000 données, en fait, je me trompe, en plan gratuit. Grosso modo, on commence à toucher rapidement aux limites du plan gratuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil est globalement un peu moins cher que d'autres et qu'il y a des plans, notamment pour les associations à but non lucratif, auxquels vous pouvez certaines structures, notamment les associations, peuvent avoir ce tarif préférentiel. Donc voilà, ça peut être intéressant. En tout cas, pour commencer à explorer, le plan gratuit vous suffira. Vous aurez toutes les fonctionnalités que j'ai dit ici. Et grosso modo, vous pourrez créer votre première table dans un premier espace de travail, un espace de travail de conception. Je vous encourage à le faire. Et ensuite, pouvoir commencer à créer ses premières entrées. La prochaine fois, on verra en effet plus de champs possibles, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et aussi comment on commence à faire des choses un peu automatiques. J'avais une petite question. Moi, j'ai effectivement testé le plan gratuit, là, le test. Et il y a directement une fonction gestion de projet et CRM, parce que c'est un peu ça qui m'intéresse. Ouais. Et du coup, là, en suivant, j'ai l'impression que c'est quand même vraiment le même principe, sauf qu'en gros, on a déjà des données qui sont rentrées. C'est un peu plus mâché, quoi, le travail. C'est l'impression que j'avais. Alors, c'est ce que je disais, c'est vraiment quand vous partez là, ici, je suis là, quand vous utilisez des espaces de travail avec déjà des modèles, des modèles d'espace de travail. Donc, c'était lequel? C'est celui-ci? Le CRM. J'ai tapé CRM. Le CRM, catégorie. Dans les catégories, il y a CRM, du coup. Ah oui, pardon, du coup, c'est c'est celui-ci. ça-là. Moi, CRM, gestion de projet et CRM, c'est ça que j'ai mis. Gestion de projet CRM. Voilà. Donc, en fait, là, il vous invite à le créer. Donc, CRM démo. Hop. Et là, il va directement recréer toutes les tables et avec un sample de données. Donc là, vous voyez, il a créé un espace de travail CRM démo, c'est celui que j'ai créé. Dedans, il y a une table affaires, une table activité tâches, une table société, une table contact, une table équipe. Oui. Ok, voilà. À chaque fois, il y a une table. Ok, ça marche. Voilà. Donc ça, ce sont les tables que vous avez et vous retrouvez ce système de vue
grosso modo, la vue principale et ensuite des affichages différents, des filtres, des ordres différents. Voilà. Ah, super. Et deuxième petite question, vous parliez du tarif. Est-ce que vous connaissez Solidatech ou pas? Non, ça ne me dit rien. Ok, c'est Solidatech qui propose énormément justement de propositions de tarifs préférentiels pour des associations à but non lucratif. Donc j'en parle autour de vous si jamais vous avez l'occasion pour utiliser des outils vraiment avec. Il y a aussi des licences Adobe à vraiment moins cher pour des associations, notamment. Okay. Et voilà. Donc c'était juste pour en parler aussi. Et D'accord. Voilà. Okay. Et merci beaucoup. Bah de rien. Voilà, bah oui, en effet, hein, quand on parle de quelque chose comme ça, c'est intéressant parce que on voit un petit peu déjà des bonnes pratiques au final. Et puis, bon, après, le temps d'adaptation, peut-être, c'est pour voir où on s'y retrouve. Je pense que sur certains aspects d'activité, vous pouvez quelque chose qui marche très très bien, et d'autres, voilà. Je pense que pour l'activité d'un théâtre, j'ai pas vraiment trouvé de modèle de démo sur lequel partir. Mais je pense que là, de toute façon, l'objet de ce cycle, c'est plutôt de vraiment comprendre comment on va construire ça petit à petit pour arriver à quelque chose qui va nous permettre déjà de répondre à un besoin dans votre structure, quel qu'il soit. Si c'est un planning d'activité, un suivi de je ne sais quoi, de contrat, on pourrait imaginer de la gestion RH. Voilà. Merci Julien, ravi que vous ayez pu suivre ce premier module. Normalement, enfin, vu qu'il y a un gros temps d'introduction et je voulais quand même qu'on ait le temps de voir un peu de l'outil, les modules suivants seront un peu moins denses. Voilà, on prendra un peu plus de temps sur les choses, mais là, je voulais qu'on ait quand même cette première table de créer et qu'en même temps, il y a un petit peu de contexte. Donc, c'est pour ça que l'embarquement, le boarding, comme on dit, il était un peu dense sur ce premier, mais on fera en sorte que ce soit un peu plus léger. Vous recevrez le replay. Moi, je suis là pour, on peut échanger s'il y a besoin, s'il y a des points qui nécessitent. Vous pouvez m'envoyer un email, l'email que vous avez reçu, voilà, je le reçois, je le consulte. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a donné envie d'aller explorer, tester, de reproduire ce qu'on a fait aujourd'hui. Et puis comme ça, on passe à la suite semaine prochaine, pour ceux qui ont choisi. Voilà. C'est parfait. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.